Et salut les gens, aujourd'hui on va parler de la saison 3 de la série Mandalorian de Star Wars. Et comment vous dire Star Wars. Comment vous dire? Après la série Obi-Wan qui m'avait quand même un petit peu laissé sur ma faim, faut pas se mentir, j'avais un peu de mal, j'avais peur de ce qu'ils allaient nous donner. Et là, la série Mandalorian, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout d'un délire quoi? La saison 1 la saison 2 étaient sympas. Le Mando, enfin Mandalor, Din Djarin, pardon, dans la série Boba Fett, bah il vient, il vole la vedette, ok, ça marche encore. Mais là, faut quand même l'avouer qu'il y a pas mal de problèmes dans cette série, dans cette saison. C'est que, bah, premier épisode, ok, ça replace un petit peu les personnages, leur place à chacun dans l'univers, qu'est-ce qu'ils font, et ça va être quoi leur objectif à l'avenir. Le deuxième épisode, bah en fait, on arrive directement sur Mandalore, on apprend directement qu'en fait la planète n'est pas contaminée, il y a quatre connards en pagne qui se battent avec des bâtons, et il y a un genre de Transformers qui sue du sang. Ok. On apprend le mythosaure, il sera pas plus développé. Tout ça, en fait, tout ce qu'on apprend là, en fait, ça sera pas plus développé. Il y a quand même des trucs importants. Le mythosaure, la planète qui n'est pas contaminée, euh, bah, on va dire les autochtones. Tout ça, en fait, ça part à la trappe, on s'en fout complètement. Ensuite, bah, on a on va dire le sauvetage de Bo-Katan qui vient sauver Din Djarin, qui aura en fait un impact important dans le reste de l'histoire. Et on arrive en fait au gros problème de la série, c'est que la série en fait a vraiment le cul entre deux chaises, enfin on va dire entre deux personnages, qui sont Bo-Katan Kryze et Din Djarin. Et ça c'est problématique. C'est problématique parce qu'en fait déjà tu nous vends une série qui va parler de la reconquête de Mandalore, or je crois que sur 4 épisodes minimum, on ne parle pas du tout de la reconquête de Mandalore, donc c'est quand même la moitié de la série. On a quand même 4 épisodes qui sont de gros épisodes de remplissage, hein, faut pas les nier. Et les peu d'épisodes qu'on a en fait, où on va vraiment parler de Din Djarin, parce que oui, il y a aussi plein d'épisodes où en fait on ne voit même pas Din Djarin. C'est quand même une série autour de lui, donc si t'as beaucoup de passages où on le voit pas, faut quand même le justifier, il faut que ça ait un intérêt. Or, ça a jamais d'intérêt, donc en fait, c'est juste inutile. Le mec est totalement invisible dans sa série et c'est vraiment triste, en fait. Je pense vraiment que le personnage de Grogu n'aurait pas dû revenir pour cette saison 3. Ils auraient dû le faire revenir à la fin, à la limite, pourquoi pas. Parce que concrètement, on sait pas trop combien de temps il est resté avec Luke. Luke a quand même eu le temps de lui créer un sabre. Donc j'ai envie de dire, le sabre, ok, je veux bien que ce soit un putain de Jedi, mais est-ce que tu le construis en 10 minutes? Je sais pas. Donc concrètement, il aurait pu revenir à la fin, juste pour, on va dire, le final, pourquoi pas. Mais Din Djarin, en fait, si tu veux le faire devenir le leader du peuple mandalorien, et avec le sabre noir, tous les trucs en fait qui nous ont été amenés depuis la saison 2. Donc j'ai envie de dire, frère, si tu veux faire ça, fallait pas mettre Grogu, parce qu'en fait Grogu vient entraver le personnage de Din Djarin et l'empêche d'avancer et d'évoluer. Il est trop en mode, il faut que je m'occupe du gosse. Bah du coup en fait, vu qu'il est tout le temps tourné comme ça, en mode je veux m'occuper du gosse, bah qu'est-ce que tu fais en fait? Comment tu développes plus le personnage, son intérêt et ses ambitions? Bah tu peux pas en fait. Il est bloqué par Grogu. Et de l'autre côté, on a Bo-Katan Kryze qui aurait pu être le leader des Mandaloriens, qui aurait pu réunir les peuples autour d'elle. C'est une leaduse, il n'y a pas de problème, c'est un personnage qui est très intéressant, que j'adore depuis la série Clone Wars. Bah en fait, c'était logique de l'utiliser pour la reconquête de Mandalore, mais le problème, c'est que tu l'utilises dans une série où tu es censé construire le personnage de Din Djarin. Donc en fait, t'aurais pu la mettre en second plan un petit peu en mode bras droit de Jinjarin, même si ça aurait nécessité un développement et de s'attarder en fait sur ça, quoi. Fallait l'expliquer, fallait en parler de ça. Donc il aurait fallu le faire. Or, bah c'est pas fait parce que Jinjarin ne veut pas devenir leader. Donc en fait, il reste plus que Bo-Katan. Et le problème, c'est que Bo-Katan, elle est là en mode bon bah je suis obligé de prendre le lead, mais je suis obligé aussi de rester en retrait pour que tu puisses briller dans ta série. J'ai envie de dire, quitte à faire ça, Disney veut à tout prix faire des séries autour de meufs. Ok, il n'y a pas de problème, c'est bien, si tu veux. Mais dans ces cas-là, prends une meuf qui est intéressante, un personnage intéressant,
Bo-Katan remplit toutes ces cases, crée une série, La Reconquête de Mandalore, ou une série Bo-Katan Cries, et tu fais une saison sur La Reconquête de Mandalore autour de ce personnage. Tu mets Mando en guest à la fin, et c'est bien, quoi, comme t'as fait pour... comme t'as fait pour d'ailleurs Boba Fett, hein, voilà. Donc peut-être qu'il volera peut-être à Bo-Katan, mais c'est pas trop grave. En vrai, vu qu'elle aura eu toute la série pour développer ça, pour développer son personnage et son entrée, on va dire une alchimie ou un intérêt ou un attachement du spectateur autour de ce personnage-là. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là, ça fonctionne pas parce qu'en fait, elle est devant et derrière en même temps, donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en fait. Et c'est dommage qu'en fait la série n'ait pas trouvé un équilibre, on va dire, entre ces deux personnages parce que du coup, ça fonctionne pas et la série, elle en empathie énormément. Ça, c'est le gros problème, on va dire, de fond entre qui est le personnage principal de la série, de la saison, on va dire. Et l'un des autres problèmes, c'est le personnage de Jinjarin. Le mec, t'avais quand même la sensation qu'à la fin de la saison 1, le mec, il avait grandi. Il avait gagné, on va dire, en maturité sur qui il était. C'était plus juste le chasseur de primes qui enchaînait les primes comme un teubé. Là, il avait un gosse à s'occuper, il avait une mission, un objectif mieux défini et une volonté de l'accomplir, de protéger le gamin, de faire quelque chose. Et t'avais vraiment la sensation que le personnage avait évolué avec ça. Dans la saison 2, pareil, son attachement avec Grogu, il avait réussi à remplir sa mission. Donc normalement, il devrait être content, il a rempli sa mission de Mandalorien, mais en même temps, il est hyper triste parce qu'il s'est attaché au gamin. Il y a un lien d'affection qui s'est réellement créé, à tel point que ce lien est tellement fort que le mec, il renonce, on va dire, à la voix, et il retire son casque pour parler directement à Grogu et y faire ses adieux. Le mec a grandi et il a gagné, on va dire, en personnalité. C'est plus juste le mec lambda, anonyme en dessous de son casque, c'est devenu vraiment Jinjarin. Et le problème, c'est que quand tu le fais revenir là dans cette saison 3 et que dès tes premiers épisodes, c'est juste sa volonté de revenir en arrière, c'est-à-dire de récupérer Grogu, de s'occuper de Grogu et de respecter la voix et de du coup mettre son casque et de plus le retirer, il va se baigner dans la flotte et ça y est, il est content, il peut revenir en arrière. Et du coup en fait, t'as déconstruit tout ce que t'avais construit sur tes deux premières saisons. C'est pour ça que j'ai vraiment cette impression que le personnage de Jinjarin n'évolue pas dans cette saison, parce que concrètement en fait, il évolue pas dans cette saison. Il a régressé et c'est vraiment d'une tristesse. C'est vraiment triste parce que du coup, le personnage est devenu un peu Osef en fait. T'as limite l'impression qu'il a pas d'objectif. La reconquête de Mandalore, je suis désolé, le mec s'en bat les couilles. Je suis désolé, mais il s'en bat les couilles en fait. À tout moment, le mec dit non, mais en fait, ça m'intéresse pas. Et j'ai aussi un gros problème, on va dire, avec ce terme-là, la reconquête de Mandalore. Il y a un problème parce qu'en fait, pour moi, quand j'entends reconquête, ça veut dire que tu vas reconquérir un territoire, quelque chose. Ça veut dire qu'il va y avoir confrontation avec un ennemi. Or, l'ennemi n'est jamais clairement défini. À quel moment, à la fin de l'épisode 3, quand Mando revient voir les autres Mandaloriens, l'armurière et tout, il leur dit la planète n'est pas contaminée, on peut y retourner. À quel moment, en fait, pourquoi ils disent en fait, non, on a besoin de plus d'hommes, on a besoin d'une flotte, on a besoin de vaisseaux, on a besoin d'armes. Vous êtes déjà armé, vous avez deux, trois vaisseaux qui vous permettent de vous déplacer. Vous pouvez déjà, en fait, y retourner. Vous n'avez pas besoin de plus, en fait. Il n'y a pas d'ennemis, il y a 4 connards en pagne, s'il te plaît. Bo-Katan les effets à elle seule. On n'a eu aucune autre menace de montrer, en fait, sur cette planète. Donc concrètement, pourquoi tu n'y retournes pas? Pourquoi tu n'y vas pas? Peut-être que les souterrains sont dangereux, il y a des créatures, tout ce que tu veux, mais en surface, on n'a vu aucune menace. On n'a rien vu. Donc rien ne t'empêche de faire un avant-poste sur la surface et de creuser petit à petit, d'explorer, de créer une colonie, etc. Rien ne t'empêche de le faire. Pourquoi tu es obligé d'attendre autant de temps? C'est vraiment problématique en fait. Pour moi, montrer l'Empire, on va dire dès l'épisode 3, ça montrerait un enjeu, une menace présente sur Mandalore, et aussi toute la propagande comme quoi l'Empire avait dit que la planète était contaminée, on pouvait plus retourner, blablabla. Toute cette propagande-là, ça la montre aussi au grand jour et tout. Les Mandaloriens veulent y retourner, sauf qu'ils ont là, ils auraient besoin d'armes. Ils savent qu'il y a un ennemi puissant sur place, qui est bien installé en plus. Donc
il aurait fallu le montrer, en fait. Il aurait fallu le montrer dès le départ, pour nous montrer vraiment l'enjeu, l'ennemi, le point cible. Et je suppose que beaucoup de personnes me diraient, ouais, mais ils auraient demandé l'aide de la République, etc. Mais en fait, pas forcément. Parce que tu as le personnage de Bo-Katan qui est présent. Et le personnage de Bo-Katan avait déjà demandé l'aide de la République pour virer Dark Maul de Mandalore à la fin de Clone Wars. Donc en fait, elle ne va pas refaire cette erreur-là, surtout que la République est en pleine reconstruction, on ne sait pas vraiment si on peut leur faire confiance, et surtout que bah, comme elle est en pleine reconstruction, quand ils vont reconquérir et ils vont les aider à virer l'Empire, à détruire l'Empire qui est sur place, les mecs, après, faut les dégager, la République. Parce que les gars, ils vont arriver sur place, ils vont dire non, mais on vous a aidé, maintenant on prend notre thune, on va prendre notre part de Beskar, quoi. Voilà, c'est l'un des matériaux les plus rares et les plus intéressants de l'univers Star Wars. On va le prendre, on va le garder aussi pour nous, quoi. Du coup, c'est vraiment retirer le problème de l'Empire pour créer un autre problème, celui de la République. Et Bo-Katan, vu qu'elle a déjà fait cette erreur-là avec Dark Maul, pourquoi elle le referait? Donc c'est logique pour moi que les Mandaloriens ne vont pas demander de l'aide à la République à ce moment-là. Et du coup, bah, ils vont essayer de se démerder en réunissant les Mandaloriens. Je vais passer aussi sur le passage, on va dire, de l'arme, de la lame noire entre Din Djarin et Bo-Katan. C'est juste, mais d'un débile, c'est une entourloupe. C'est vraiment le lapin sorti de son chapeau, le retournement de situation, l'as caché dans la manche. C'est de la merde en fait. Le truc, à quel moment en fait les mecs ils se sont dit attends, on va faire ça, ça va être bien. Putain, les mecs, il y avait tellement de façons de faire, il y avait tellement d'autres trucs à faire. Déjà, pourquoi Jinjarin ne le garde pas? Pourquoi Jinjarin ne devient pas tout simplement le leader qu'on nous avait promis un petit peu? Bah, déjà parce qu'il y a Grogu, hein, forcément, mais c'est surtout parce que le personnage a tellement régressé qu'il ne peut plus devenir leader en fait. C'est plus un chef. Ça aurait été cool en fait de le faire développer pendant quelques épisodes, de faire devenir un chef bah, d'équipe, de groupe, et ensuite bah, de son peuple en fait, tout simplement. Ça aurait été intéressant. Donc là, ça n'a pas été fait. C'est dommage. Il y a quand même pas mal de points positifs dans cette série. J'ai bien aimé, on va dire, la scène avec les jetpacks, quand ils viennent se fighter avec les genres de stormtroopers mandaloriens, je sais pas comment on appelle ça. C'est pas mal. Oh putain, la scène avec les boucliers qui s'ouvrent petit à petit, j'ai trouvé ça très intéressant en mode je bute un ennemi, je me stuff. Ça m'a rappelé les pubs sur YouTube où le mec est niveau 1, il va dans les tours, etc. Ça m'a fait claquer une barre. J'ai trouvé ça sympa. Mais il y a quand même un problème avec cette scène. Il y a deux problèmes en fait avec cette scène. C'est Moff Gideon. Le mec, il est teubé du cul en fait, c'est pas possible. Le mec, il est teubé. Il y a un gros problème avec ce personnage. Déjà, le gars, il arrive dans le conseil avec les autres impériaux. Et il leur dit ouais, j'ai buté le généticien dans un épisode OCF parce qu'on s'en battait les couilles de lui. C'était la République qui avait, il fallait pas qu'il reprenne ses travaux. Les mecs l'engueulent, ils disent ouais, mais vous êtes trop nubilés par les clones, hein, c'est pas bien. Et ensuite, t'apprends quoi? Que le mec il a fait des clones. L'objectif du gars depuis le début, c'était de faire des clones, putain. Il était en train limite d'engueuler un autre gars 5 minutes avant parce qu'il était obnubilé par les clones en disant c'est vous qui êtes obsédé par ça, c'est pas moi. Enfin, si je m'en souviens bien, hein, bien sûr. Mais j'ai trouvé ça d'un délire. Et c'est pas la seule dinguerie qui nous sort. C'est pareil, quand on voit là, sur la carte le point rouge de Mando, il dit ah, Mando s'est échappé, on vient lui dire ça. Il dit non, mais t'inquiète, je vais m'en occuper tout seul. Ok, d'accord, si tu veux. Mais dans ces cas-là, pourquoi tu l'attends? Et en plus, tu l'attends même pas dans ta salle principale ou quoi, en mode boss final du truc. Non, non, tu te déplaces, tu vas ailleurs, sur le ponton, sur, on va dire, à la plaque où les vaisseaux décollent, j'ai oublié le nom. La plateforme de décollage, voilà. Tu l'attends sur la plateforme de décollage comme un connard. Tes clones, bon, il y a deux, trois gardes, ok, mais au safe total. À aucun moment tu te dis, j'ai la carte avec son point rouge, je sais où il est, je peux l'attendre ou lui tendre une embuscade. Non, à aucun moment tu dis ça. Tu le laisses se balader dans la base, détruire tes clones et râler sur ça ensuite. T'es un connard, Moff Gideon. T'es un connard. Bon, y a rien d'autre à dire, t'es un connard. Ah, et d'ailleurs, le dernier problème, là, c'était avec le généticien. Il y a un problème, en fait, c'est que l'objectif de Moff Gideon, c'était de récupérer Baby Yoda. Enfin, Grogu. C'était de le récupérer justement pour pouvoir créer des clones qui manipulaient la force. Si ma mémoire est bonne, hein, encore une fois. Mais le problème, c'est que quand il a récupéré Grogu, il avait plus le généticien, vu que justement Mando l'avait intercepté, il l'avait récupéré,
Et c'est ça qui leur avait permis justement de récupérer Grogu dans son vaisseau avec... bah ça c'est la fin de la saison 2 quoi. Donc ok. Du coup, à quel moment le mec a récupéré, on va dire, le matériel génétique, les connaissances nécessaires, le généticien pour pouvoir en fait créer des clones qui manipulaient la force tel qu'il le disait, tel qu'il le dit à la fin en fait. Dans ces cas-là, si tu savais déjà faire, déjà pourquoi t'avais besoin de Grogu et pourquoi t'avais besoin du généticien? Et pourquoi t'es omnubilé par les clones? Putain. Ah non, mais c'est vraiment triste en fait. C'est vraiment triste parce que la série était sympa, les personnages sont sympas. Et voir ça, c'est vraiment dommage, je trouve. C'est dommage. Franchement, c'est un peu con d'avoir fini sur ça. C'est vraiment dommage. J'ai vu les gens s'enjailler en mode Waouh, c'était trop bien et tout. Juste parce que t'as vu l'acteur qui doublait Jar Jar Binks. Putain, on s'en bat les couilles. On n'a rien appris. La scène sur justement l'évacuation du temple de Grogu, on l'a demandé pour expliquer les trucs. Comment il a fait pour s'en sortir. Mais en fait, cette scène, elle pose plus de questions qu'autre chose. Cette scène, elle pose plus de questions qu'autre chose. Déjà, pourquoi sauver à tout prix ce gamin-là, alors que t'en laisses plein en mourir? Pourquoi t'es obligé de sauver ce gamin-là? Ensuite, bah, le Jedi qui l'accompagne, il est devenu quoi? Comment ça se fait que Grogu se retrouve dans les mains de l'Empire et ensuite en plein milieu d'un désert à la con avec des mercenaires? On n'a toujours pas plus de réponses que ça. Et pourquoi ce gosse est si important en fait? C'est aussi c'est quelque chose à savoir en fait. Pourquoi ce gamin est autant important? Je trouve ça dommage. Ils nous l'expliquent pas, ils veulent pas avancer sur ça. Et c'est vraiment dommage. Dans La République, on voit le personnage de. J'ai oublié le nom de l'alien là, dans Rebelle. Je sais plus comment s'appelle, celui qui se battait avec un bâton. On le voit, ok, dans le camp de La République. D'accord. Ça nous aide en rien. Déjà, premièrement, ça nous aide en rien. On n'apprend rien de plus. C'est juste pour nous teaser encore une fois la série Ahsoka, vu que quand même Ahsoka est pas mal liée à Star Wars Rebelle, à cet équipage du Phoenix, je crois, avec Ezra et tout. Donc, ok, c'est juste pour nous teaser un truc à la con. Pareil, ils nous teasent à la fin Thrawn. J'ai vraiment peur, putain. J'en ai vraiment peur de ça. Parce qu'en vrai, en vrai, j'ai peur de ça tout simplement parce que ils nous ont teasé la reconquête de Mandalore pour nous la bâcler en 2 épisodes, juste avec, on va dire, beaucoup d'effets spéciaux et pas grand-chose de plus. Euh, et j'ai peur qu'ils nous font pareil avec Thrawn. On va se taper une série entière d'Ahsoka Tano avec beaucoup d'épisodes de remplissage qui seront totalement au save pour juste avoir un dernier épisode final qui va nous teaser l'arrivée de Thrawn avec le message ben, vous vous êtes fait baiser, regardez la saison 2 d'Ahsoka pour avoir la suite. J'ai vraiment peur de ça. J'ai vraiment peur de ça. Et ça annonce pas que du bien, parce que quand on voit ce que Disney fait à l'heure actuelle avec Star Wars, on souffre un peu quand même. Donc voilà, une saison un peu mitigée. Juste un dernier point. Putain, j'ai oublié son nom. Je sais que c'est Vizsla, c'est un descendant de Shai Vizsla, d'accord? Mais je me souviens plus de son prénom. Donc bref, le gros bourrin avec sa sulfateuse, j'ai kiffé sa scène de fin. Je me suis dit, c'est bon, il va mourir. Ensuite, quand j'ai vu, il a buté tous les Stormtroopers dans une super scène où il finit par leur casser la gueule avec sa sulfateuse qui a surchauffé et qui a plus de balles. Ça m'a bien fait rire, j'ai bien apprécié la scène. Je me suis dit, ah bah non, en fait, ils vont pas le tuer vu que c'est un Disney, il ne tue jamais personne. Il finit par buter tous les Stormtroopers. Je me suis dit, ah putain, il a réussi, ouais, bon bah c'est un Disney, fuck. Et là, tu vois les gardes impériaux arriver et le défoncer en gros. C'était sympa. Ça, c'était une belle scène. C'était quand même assez sympa, assez inattendu, je trouve, quand même. Même si je pense que certains diront qu'ils s'y attendaient, ça, c'est pas. Enfin, on s'en branle. Mais bref. Je me suis demandé jusqu'à la fin s'il allait crever ou pas, moi, perso. Bref. Et oui, du coup, bon, à la fin, Mando qui part rejoindre, entre guillemets, la République en tant que consultant, mercenaire indépendant, je sais pas trop en quoi. Du coup, ouais, il se ramène, il fait ça. Ok. Et rien de plus en fait. Pareil, ouais, le mec de la République, il trouve le vaisseau de Moff Gideon avec du Beskar, il se dit, ah mince, qu'est-ce que c'est les Mandaloriens. Observe par la suite. Pareil, on nous retisse à la toute fin le grand mythosaure qui se réveille quand ils sont gros goûts, entre guillemets, je sais pas trop, j'ai pas compris la scène, on s'en branle. Pareil, c'est pas développé. Il y a trop de trucs en fait qui sont pas développés et qu'on s'en fout en fait concrètement. Donc bon, voilà, donc bah, apprécié de voir la série Ahsoka. J'espère qu'ils vont pas la rater. J'aime beaucoup ce personnage aussi, donc
je croise les doigts pour quelque chose d'intéressant et quelque chose de bien, et j'espère qu'ils vont pas nous faire le coup d'un Throne qui va arriver au 7e ou au 8e épisode. Je veux le voir dès l'épisode 1, en mode grosse menace et arriver d'un mec qui en impose, en fait, en réalité. Et que un peu de drama, un peu d'enjeu, et pitché. Pas une saison entière de remplissage, bordel de merde. C'est trop chiant, prenez un an de plus et faites de bons épisodes, je sais pas. Mais... Bon bah, malgré tout ça, que la force soit avec vous. Salut!